Salut les Spirit, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de revenir sur la débâcle de FTX, vous expliquer ce qui s'est passé et en tirer des leçons pour l'avenir de la crypto-monnaie. Alors FTX, c'est cette fameuse société, ce deuxième plus gros exchange évalué à 32 milliards de dollars qui a disparu du jour au lendemain. Son fondateur, que l'on va appeler SBF pour les initiales de son nom, était à l'origine quelqu'un qui s'est enrichi en faisant du trading, notamment de l'arbitrage, avec notamment une première société dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Alameda, qu'il a fondée. Et à la suite, il a voulu créer un exchange pour faciliter son travail d'arbitrage, donc il a créé FTX. Donc il était à la tête de ces deux sociétés-là. Et en fait, les nouvelles sont de plus en plus incroyables et surprenantes. Et je vais vous citer un certain nombre de faits qui sont totalement dingues et je vais vous citer aussi des théories sur les raisons qui ont créé cet échec au-delà de la conduite financière qui est reprochable, mais surtout des implications et de qui est derrière tout ça, parce qu'il y a des indices qui sont quand même assez troublants. Le temps fera évidemment son affaire et triera tout ça, mais il y a vraiment des choses qui sont assez surprenantes. Et si vous voulez apprendre à investir et à développer votre liberté financière, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et vous trouverez dans la description le lien vers ma newsletter gratuite à laquelle vous pouvez vous inscrire où je partage mes découvertes. Alors déjà, il faut que je commence par rappeler un message important. C'est que dans les médias, ou si vous suivez ça de surface, ou si vous ne comprenez pas forcément les détails de la crypto-monnaie, il faut bien comprendre une chose, c'est que donc FTX et Binance et les autres exchanges dits centralisés, ce qu'on appelle les CEX, ces exchanges-là ne représentent pas la crypto-monnaie. Je sais que ça peut paraître étrange si vous n'êtes pas dans le milieu de la crypto-monnaie, mais en réalité, la notion et même l'intention derrière la blockchain, derrière la crypto-monnaie, c'est que l'utilisateur, la personne qui détient un token de quelque chose, en a le contrôle. Donc c'est à l'opposé d'utiliser une plateforme centralisée sur laquelle vous allez déposer vos tokens et sur laquelle vous n'avez plus la propriété et le contrôle sur vos tokens. Donc il ne faut pas mélanger tout et croire que la chute d'un exchange remet en cause l'existence de la crypto-monnaie. Et donc l'opposé des exchanges centralisés, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Ici, voilà un exemple de protocole avec le Abracadabra et son MIM, son token interne. Et il se trouve, pour la petite histoire, que ce serait une opération qu'aurait fait Alameda, donc la société liée à FTX, où elle aurait déposé 5 millions de FTT en garantie, donc une valeur de 49 millions de dollars, et elle aurait emprunté 20 millions de dollars face à ça. Donc tout ça dans un protocole DeFi. Il n'y a aucune intervention humaine, aucune arnaque possible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, c'est que si l'emprunteur qui a emprunté ici 20 millions ne rembourse pas, eh bien son collatéral disparaît. Son collatéral est conservé par le protocole. Ça a déjà été déposé. Donc la DeFi est vraiment la solution pour éviter les manipulations, les arnaques, les détournements de fonds et tout ce qu'on peut imaginer. Malheureusement, dans le passé et dans les marchés baissiers, il y a eu déjà de très gros exchanges qui ont disparu. Vous n'étiez peut-être pas là à l'époque, mais Mt. Gox ou d'autres, il y a eu quelques exemples assez flagrants qui, à leur époque, étaient les plus gros exchanges et qui ont totalement disparu. Eh bien, c'est déjà arrivé tout simplement parce que ce sont des exchanges décentralisés et qu'il y a un autre aspect fondamental dans la crypto-monnaie pour ces exchanges-là, c'est que ces exchanges sont souvent dans des lieux, dans des pays où il n'y a pas de régulation. En l'occurrence, FTX était enregistré aux Bahamas. On peut citer Binance avec CZ, son PDG et fondateur, dont on ne sait pas du tout où il se situe. Il faut bien avoir toujours ça en tête, même si c'est le plus gros exchange restant aujourd'hui, le plus gros exchange tout court, on ne sait pas dans quelle juridiction ils sont, et tous ces exchanges ne publient ni compte, ni audit, ni chiffres. D'accord? Donc là, suite à ce qui s'est passé avec FTX, il y a eu un mouvement, donc CZ, le fondateur de Binance, a annoncé vouloir constituer un fonds pour sauver les exchanges qui seraient en difficulté. Bon, c'est louable. Et ils ont annoncé de vouloir publier ce qu'ils appellent la preuve de réserve, donc publier
en fait, leurs réserves, bon, c'est totalement inutile et sans intérêt, puisque savoir qu'ils ont 10 milliards de réserves ne sert à rien si on ne sait pas combien il y a en face de dettes ou d'engagements ou d'effets de levier. Et donc ça n'a aucun intérêt. Donc ils peuvent publier toutes les réserves du monde, à supposer que leur publication soit authentique et réelle. Ce n'est pas un bilan et ce n'est pas une preuve de l'état de santé financier ou de la bonne conduite des activités de l'exchange. Donc ne vous laissez pas avoir par ce genre de déclarations qui n'ont aucun intérêt. Et le manque de régulation qui est en réalité qui est vu comme une menace pour la crypto-monnaie est précisément ce qui a permis à FTX de conduire les activités comme ils les ont conduites et de mener à la perte des fonds des utilisateurs. Donc ce que l'on suppose qui s'est passé tout bêtement, c'est que FTX, des utilisateurs envoyaient des fonds sur l'exchange passait cet argent à Alameda, c'est-à-dire la société d'investissement, qui a fait des investissements qui n'ont pas marché. En plus, le marché a baissé et donc ils se retrouvaient tout simplement pas en posture de rembourser les fonds des utilisateurs. C'est aussi simple que ça, c'est ultra simplifié ce que je vous dis là, mais c'est probablement ce qui s'est passé. En plus, il y a l'histoire de leur token interne, le FTT, qui va rajouter du niveau de risque. La responsable du risque chez FTX, apparemment, c'était une personne qui avait 2 ans d'expérience et qui était passée avant chez Crédit Suisse. Bon, ça s'invente pas. Sam, le SBF et les autres membres principaux de FTX semblaient tourner aux amphétamines, vivaient tous ensemble dans un espèce de manoir. On ne sait pas qui était en couple avec qui. C'était très très étrange du début jusqu'à la fin. Mais là où l'histoire continue, c'est que il se passe des choses et on verra bien la suite des événements. Alors on va voir tout simplement si il se fait ou la personne Caroline Ellison, qui est sa compagne et qui était à la tête de Alameda Research, s'ils vont se faire condamner, poursuivre ou pas. On va voir et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, et je vais décrire ce schéma de la semaine écoulée parce que c'est un schéma récurrent malheureusement lorsqu'un exchange ou lorsqu'un projet se trouve en difficulté, c'est que déjà ça a commencé par le fait que donc il y a eu CZ, le fondateur de Binance, qui a annoncé qu'il vendait ses FTT. Alors ce qui est étrange, c'est que lorsque quelqu'un vend ses positions, généralement il l'annonce après, s'il l'annonce. Là, lui, il l'a annoncé apparemment avant, en disant il trouvait qu'il avait des informations, en gros, qui lui laissaient croire qu'il valait mieux s'en débarrasser. Et ça a provoqué une crise tout simplement de liquidité chez FTX, puisque beaucoup de personnes ont voulu faire la même chose, et FTX, en gros, n'a pas pu fournir les dépôts, une partie des dépôts que les utilisateurs avaient fait. Donc crise de liquidité qui a révélé le fait qu'en réalité ils étaient en faillite et c'est pour ça qu'il y a eu cette évaporation soudaine de valeur et qu'on avait des articles qui disaient que SBF valait 16 milliards et que le lendemain il n'y avait plus rien. En réalité c'était pas ça, il valait déjà plus rien depuis longtemps, mais personne ne s'en était vraiment rendu compte. Et donc il a annoncé mardi que tout allait bien, SBF, tout va bien, vous inquiétez pas. En fait, il s'est passé des choses chaque jour où on a vu que en réalité ça n'allait pas du tout. Après, il a annoncé que FTX US n'était pas concerné. Et puis après, il a annoncé la mise en faillite de tout l'univers FTX. Il y a eu un hack de 400 millions de dollars sur des fonds qui restaient. Et dans la faillite, évidemment, ça a entraîné toutes les sociétés liées à FTX, dont FTX US. Parce qu'à un moment donné, pendant 24-48 heures, il y a certaines même personnalités qui ont recommandé de mettre des fonds sur FTX US, ce qui était un peu surprenant. Et donc, dans la chute, on a apparemment un univers de sociétés qui va entre 70 et 134 sociétés différentes liées à FTX. C'est tout simplement d'une complexité hallucinante, d'une complexité qui est bien supérieure à celle des banques ou des fonds d'investissement qui ont 100 ou 150 ans. Et donc, ce n'est pas une complexité qui est forcément très justifiée et logique. Et donc tout ça, donc aujourd'hui, il est officiellement faillite. Malheureusement, si vous avez des fonds sur FTX, vous ne récupérez rien. Et l'une des prouesses de SBF, qui était
qui a été adulé, qui a été mis en avant pour son côté, ces espèces d'obèse vegan, philanthropiste, qui disait rouler en Toyota Corolla, mais qui avait un espèce de maison à 30 millions de dollars aux Bahamas, qui évidemment mettait en avant plein de valeurs biocompatibles avec la bien-pensance. Tout ça vraiment a explosé en plein jour. Et il y a beaucoup de personnes qui, au départ, ont soupçonné CZ finalement d'avoir fait ça pour son propre intérêt, c'est-à-dire pour mettre en avant Binance et tuer un compétiteur. Mais bon, en réalité, évidemment qu'il y a probablement de cela, mais il y a aussi probablement le fait qu'il a vu tout simplement que les FTX étaient potentiellement en faillite. Alors Binance s'est proposé dans la semaine dernière, je crois que c'était mercredi, de racheter, de sauver FTX. Il a demandé l'accès au compte. Le lendemain, après avoir regardé, il a dit qu'il ne rachèterait rien du tout. Parce qu'évidemment, il ne va pas combler, il n'y a aucun intérêt pour lui à mettre, c'est de l'ordre de 8 milliards de dollars le trou dans FTX, à moins que FTX n'en prenne toute la crypto-monnaie avec lui, mais ce n'est pas le cas. Comme je vous disais, des exchanges très importants qui ont fait faillite dans le passé, c'est déjà arrivé, ça n'a pas remis en cause la crypto-monnaie en tant que telle. Donc, du coup, FTX ne s'est pas fait racheter. Alors, ce qui est aussi dans les signaux qui doivent attirer votre attention, SBF s'est montré très vocal lorsqu'il y a eu les faillites en 2022. Par exemple, il s'est montré, il a été à la rescousse de Voyager. Donc, les clients qui avaient investi chez Voyager, qui avaient perdu potentiellement leurs fonds, ont été sauvés par FTX. Maintenant, ils sont plus sauvés du tout. Donc, en fait, il a, avec le recul, mener plusieurs actions, lancer des initiatives pour sauver différents projets en fait tout ça dans l'idée soit de se bien faire voir, soit d'essayer de devenir incontournable. Et en réalité, il se passe plein de choses derrière. Donc donc là, je vous ai cité des faits et maintenant je vais vous parler de quelques suppositions, théories qui sont assez inquiétantes. Donc, dans les faits, si on peut continuer, FTX était un partenaire du Forum économique mondial. Ils étaient sur leur site jusqu'à récemment. Maintenant, la page ne s'y trouve plus, mais vous pouvez trouver ça dans les archives. Et alors, on voit que le World Economic Forum et puis les acteurs de ce truc-là, maintenant, comme un fameux personne que je surligne ici, font en sorte de cacher les liens qu'ils ont eus avec FTX. Et SBF est aussi le deuxième plus gros donateur pour la campagne de Biden. Donc, il aurait donné environ 40 millions de dollars. Donc, comment un gars qui sort de nulle part avec une société qui a 3 ans peut donner 40 millions de dollars à une campagne pour un président américain, sachant que sa boîte est aux Bahamas? Alors dans les bizarreries ou peut-être les subtilités qui m'échappent, c'est pourquoi FTX va se déclarer en faillite aux États-Unis alors que la société est enregistrée aux Bahamas. Ça ne fait pas beaucoup de sens, à moins qu'il y ait des raisons juridiques que je ne maîtrise pas encore une fois, ou peut-être des accords qui ont été conclus en amont sans que le public n'en ait connaissance. Et donc là, ça c'est un fait. Et derrière, on a des suppositions. Alors il y aurait une supposition, et je vous invite à entretenir ça, et on verra s'il est poursuivi et condamné ou pas. Pour l'instant, il a été retenu par les Bahamas et les Bahamas l'auraient relâché. Donc il serait en train d'aller se réfugier à Dubaï. Apparemment, même pendant la débâcle de la semaine passée, on l'aurait vu connecté sur League of Legends, qui est un jeu en ligne, en train de jouer tranquillement. Et alors, que dire de cet article totalement surréaliste du New York Times sur SBF et l'effondrement de son empire dans la crypto. Donc, on assiste à peut-être l'une des plus grandes fraudes de l'histoire de la crypto-monnaie, peut-être même de l'histoire de la finance, en tout cas de ce siècle sans aucun doute. Et tout ce que l'article trouve à dire est finalement très contenu, très polissé,
et on a l'impression que c'est un article qui n'a pas vraiment l'intention d'engager la responsabilité de SBF. On les a vus, New York Times, beaucoup plus agressif vis-à-vis d'autres personnes pour des sujets beaucoup moins graves. Donc la question se pose vraiment de pourquoi il publie un article comme cela et qui ne parle pas, n'utilise pas du vocabulaire lié à l'arnaque, lié au mensonge, lié au manque de rigueur et à tout ce qu'on peut imaginer qui s'est passé concrètement derrière SBF, Alameda Research et FTX. Eh bien, ce qu'on suppose, c'est tout simplement que les États-Unis finançant la guerre en Ukraine, l'Ukraine aurait investi dans FTX et FTX servirait tout simplement de plateforme pour réalimenter, rediriger cet argent vers Biden, tout simplement. Donc c'est une affirmation qui est un petit peu surprenante, mais on verra s'il est poursuivi, condamné, mais ça pourrait expliquer le fait qu'il ait eu pour l'instant une sorte de laissez-passer, très clairement, et en plus il y a des liens entre lui, sa compagne et la SEC, puisqu'elle est la fille de quelqu'un d'assez connu et d'assez bien placé dans cette administration. Cela ne nous regarde pas. Il faut aussi dire que SBF était assez partisan d'une régulation plus forte du marché de la crypto-monnaie et donc il a appelé régulièrement à ce que ce soit en place. Donc est-ce qu'il a été mis là en place et est-ce qu'on l'a fait chuter pour qu'une régulation plus forte soit mise en place et acceptée? C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a aussi des soupçons, tout bêtement, sur le fait que, parce qu'on ne sait toujours pas à ce jour qui est derrière le crash de Luna, qui a eu plus tôt cette année. On supposait des banques d'investissement classiques, mais maintenant les soupçons se tournent vers lui, vers sa société. Est-ce qu'il aurait lui-même provoqué le crash de Luna afin, toujours pareil, de promouvoir la régulation? Si jamais il a été mis là en place et qu'on lui a donné ces outils, qu'on l'a laissé faire pour pousser la régulation derrière, c'est une possibilité qui n'est pas extravagante. Et dans ce cas-là, CZ s'en serait peut-être rendu compte et n'aurait pas apprécié justement le coup de couteau à l'égard de la communauté de la crypto-monnaie et en aurait profité pour justement dénoncer FTX et Alameda Research à ce moment-là. Alors évidemment, la question qui se pose aussi maintenant, c'est quelles vont être les conséquences pour les autres sociétés ou l'univers de la crypto. Et les conséquences probablement assez immédiates, c'est qu'il y a des projets qui vont tout simplement faire faillite ou être en difficulté. Apparemment, Coinbase aurait quelques 15 millions de dollars qui seraient bloqués chez FTX. Bon, ça ne va pas remettre en cause Coinbase. Il y a BlockFi qui, lui, apparemment est en faillite à cause de cela. On a eu des soupçons sur crypto.com, mais ça a l'air d'aller... mais voilà, il y a des inquiétudes sur les implications parce que il y a une fâcheuse tendance chez ces exchanges à investir les uns chez les autres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la suite si vous souhaitez investir dans la crypto et que vous souhaitez le faire en évitant ce genre de risque? En fait, il y a deux choses assez simples. La première des choses, c'est que si vous souhaitez utiliser un exchange, parce que ça procure une simplicité, et c'est pour ça que les gens utilisent les exchanges, parce que le self-custody qui consiste à avoir sa clé privée via une ledger ou éventuellement même un MetaMask ou peu importe le système, c'est-à-dire où vous avez la clé privée sur votre crypto-monnaie, est assez compliqué encore aujourd'hui à utiliser. L'interface est assez incompréhensible, ça devient rapidement technique. Il y a plein de gens qui ne savent même pas changer le mot de passe de leur Wi-Fi. Est-ce que vous croyez qu'ils vont arriver à saisir des clés de 24 mots, à configurer des wallets décentralisés? C'est ça le fond du problème. Donc, la première solution et la plus sécurisée, c'est d'utiliser un wallet décentralisé. Donc vous allez sur Ledger, qui est en plus une boîte française, vous achetez leur clé, ça va vous coûter entre 50 et 100 € selon le modèle. Et là, vous êtes sécurisé. Il y en a d'autres, il y a Trésor, vous en avez d'autres, mais ça, c'est la solution ultime. L'inconvénient de cela, c'est que vous devenez responsable de votre argent. Donc, si vous perdez votre code d'accès ou la clé de restauration, vos fonds sont perdus. Alors, je vais ajouter ici qu'en réalité, vous allez trouver, proposé par Ledger, où vous trouverez des équivalents sur Amazon beaucoup moins chers, des solutions pour stocker
votre clé privée de restauration dans des objets en métal indestructibles comme celui-ci, où chaque lettre est une petite, un petit élément en métal, et vous stockez votre clé comme ça de 24 mots, et c'est évidemment indestructible. Vous avez la version sur des cartes dans lesquelles vous glissez les lettres les unes après les autres, pour beaucoup moins cher que cela, mais l'idée est toujours la même, c'est de stocker de manière hyper sécurisée et indestructible, parce que vous avez beau l'écrire sur un bout de papier, si votre maison prend feu ou s'il y a une inondation, il ne restera pas forcément grand-chose de votre bout de papier. Et ça, en réalité, c'est un autre des risques, évidemment, de la crypto. Et il y a des histoires célèbres autour de ça. L'autre solution, si vous souhaitez continuer à utiliser des exchanges centralisés, qui donc, je le rappelle, ne représentent pas réellement ce que c'est l'idée et la philosophie de la crypto-monnaie, en fait, il y a une solution assez simple, c'est d'utiliser des exchanges qui sont dans des pays régulés. Ça paraît con à dire, mais en fait, la plupart des gros exchanges les plus connus ne sont pas dans des pays réglementés. Je rappelle que nous ne savons pas où est Binance concrètement, et qu'il y a beaucoup de gens au moment de remplir la déclaration d'impôt sont un petit peu embêtés parce qu'on demande l'adresse de l'exchange et on ne sait pas. Et on est obligé d'aller chercher dans un endroit où c'est pas logique. Voilà. Donc une solution, c'est d'aller sur des exchanges, parce qu'il y en a. En France, il y a des exchanges. Aux États-Unis, il y a des exchanges, et qui sont correctement enregistrés quelque part. Alors, même s'ils ne répondent pas exactement à la réglementation d'un broker ou d'un courtier bourse traditionnel, ça va quand même garantir un certain nombre de bonnes pratiques, de bonnes conduites. Ça va pas être géré par des enfants de 26 ans sous amphétamine qui ont des comportements un peu étranges. Ça va a priori être géré plutôt par des gens un peu plus responsables qui habitent là où ils ont leur exchange et qui ont un petit peu plus de skin in the game, comme on peut dire. Donc ça peut être une autre solution alternative. C'est pas ma préférée, mais si vous le souhaitez, continuer à utiliser un exchange, ça peut être une manière de faire. Il faut bien comprendre qu'à la base, la crypto-monnaie, ça a été fait pour transférer son argent, conserver l'accès à son argent comme on le souhaite. Donc je sais que investir ou utiliser un exchange dans le pays dans lequel on vit n'est généralement pas une bonne solution par rapport à cela, par rapport à ce besoin de dire si j'ai 50, 100 000, 300 000, 2 millions d'euros que je veux conserver moi-même et que je veux transférer à n'importe qui, n'importe quand, en quelques clics, si vous passez par un exchange centralisé, on va vous casser les pieds, on va vous faire du KYC, on va vous demander vos documents, on va vous demander de prouver plein de trucs. Et ça nous casse les burnes à tous, et les banques le font, et on en a assez marre, d'accord ? Donc le fait de passer par un exchange centralisé ne résoudra pas ce problème-là. Par contre, ça va vous apporter donc une relative forme de sécurité parce que ça sera au moins dans un pays régulé. Malgré tout, il faudra faire attention, on l'a vu avec FTX, que cet exchange n'est pas une émanation d'un autre exchange où on n'a pas de lien capitalistique important avec un autre exchange qui serait dans un pays non régulé et qui ferait n'importe quoi. Parce que les gens qui ont investi dans FTX aujourd'hui sont logés à la même enseigne que tous les autres utilisateurs d'FTX. Et pour terminer, je peux simplement dire qu'au final, FTX a eu des mauvaises conduites avec les fonds de ses utilisateurs. C'est quand même, je pense, clairement ce qui a provoqué la faillite. Mais que beaucoup de personnes se sont aussi offusquées du fait qu'ils avaient finalement 900 millions de liquidités ou de pseudo-liquidités avec en face une dette de 9 milliards, ce qui correspond à peu près 10% de réserve. Je rappelle que c'est du même ordre que ce qu'ont les banques traditionnelles en réserve dite fractionnaire. Et que ce qui empêche et ce qui conserve la relative confiance dans le système bancaire traditionnel, c'est simplement le fait qu'il y ait une garantie de l'État des fonds à une certaine hauteur. Sans cette garantie-là, en fait, les banques sont dans le même état que l'état de réserve fractionnaire que FTX avant sa chute, bien que les banques soient heureusement bien plus régulées, ce qui est une forme également de garantie. Mais voilà, je voulais remettre tout ça en perspective parce qu'au final, le niveau d'investissement de FTX n'était pas non plus absurde. Ce qui était absurde, c'est que il y avait un mélange
entre le côté courtier et la partie investissement, et qui a eu des transferts qui ont été faits évidemment n'importe comment, sans aucun contrôle, sans aucun processus. Et donc la crypto, c'est l'avenir et j'aime bien y investir, mais tant que vous n'avez pas une base solide, c'est-à-dire des revenus et un patrimoine qui soit bien ancré, pour moi, il ne faut pas trop s'investir dans la crypto-monnaie qui est beaucoup plus incertaine comme on le voit, même si on sait qu'il y aura forcément un bull run dans quelques mois, voire années, et que on verra probablement de nouveaux sommets atteints à ce moment-là. Donc dans l'intervalle, si vous souhaitez développer un patrimoine immobilier conséquent, eh bien vous avez un lien dans la description vers une feuille pour candidater à mon accompagnement. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cet accompagnement? Eh bien vous avez de la formation, du coaching personnel avec moi-même, et vous avez en plus accès à des biens off-market par mon réseau, plus la possibilité de faire réaliser l'opération clé en main par une société qui fait les travaux, qui fait tout pour vous. Donc tout ça, c'est sur candidature. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez tout simplement candidater. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux que vous ayez un profil qui soit adapté pour investir. C'est pas ouvert à n'importe qui. Et puis de toute façon, de par l'aspect off-market, on est limité sur le nombre de personnes que l'on peut accompagner. Voilà, portez-vous bien et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!